J'ai envoyé un SMS au groupe familial, le vol atterrit à 17h. Quelqu'un peut-il venir me chercher? Je venais d'enterrer ma femme à l'étranger. Mon frère a répondu, on est occupé. Et c'est Uber. Ma mère a ajouté, pourquoi tu ne t'es pas mieux organisé? J'ai simplement écrit, pas de souci. Ce qu'ils ont vu aux informations ce soir-là leur a fait lâcher leur téléphone. L'air matinal de Rome portait une odeur de pluie et de poussière de marbre. Je me tenais seul devant la tombe de Lorraine, regardant les gardiens abaisser le cercueil dans le sol italien, loin du pays qu'elle appelait sa maison. 27 ans de mariage réduit à un rectangle d'acajou poli, disparaissant sous une terre étrangère. Les fonctionnaires de l'ambassade avaient été gentils mais détachés, traitant la paperasse pour l'insuffisance cardiaque soudaine qui l'avait emportée pendant que nous visitions le Colisée. 3 jours plus tôt, elle riait de ma terrible prononciation de Cassio-EPP. Puis elle s'était effondrée sur les pierres anciennes, et rien de ce que j'ai pu faire ne l'a ramenée. Mon téléphone a vibré alors que je m'éloignais du cimetière. La notification du groupe familial semblait intrusive face à mon chagrin. J'avais envoyé un message simple la veille, expliquant que le service funèbre de Lorraine était terminé et que mon vol arriverait à 17h le lendemain. J'avais demandé si quelqu'un pouvait me retrouver à l'aéroport. La réponse de mon frère est arrivée en premier. On est occupé. Et c'est Uber. Ma mère a suivi quelques minutes plus tard. Pourquoi tu ne t'es pas mieux organisé? J'ai fixé l'écran à l'arrière du taxi qui m'emmenait à l'aéroport. 36 heures sans sommeil. Une femme enterrée à des milliers de kilomètres de la maison. Et c'était là ce que ma famille m'offrait. Ma jeune sœur n'a rien offert d'utile, juste un emoji cœur passif, qui semblait plus méprisant que solidaire. Mon père, qui avait été mis en copie de la conversation, est resté silencieux dans le chat. J'ai tapé une réponse avec des doigts tremblants. Pas de souci. Le vol de retour s'étirait à l'infini. Je ne pouvais pas dormir, malgré l'épuisement qui tirait sur chaque muscle. Le chagrin pesait sur ma poitrine comme une pierre, rendant chaque respiration délibérée et difficile. Le siège vide de Lorraine à côté de moi semblait impossiblement vaste. Nous avions fait ce voyage pour célébrer notre anniversaire, un périple qu'elle avait planifié pendant des mois, avec une attention méticuleuse portée aux hôtels, aux restaurants et aux sites historiques. Le dossier dans mon bagage à main contenait encore ses notes manuscrites sur l'itinéraire, indiquant où trouver les meilleures glaces et quel musée offrait les collections de la Renaissance les plus fascinantes. Le message de mon frère continuait de tourner dans mon esprit. On est occupé. Comme si récupérer sa sœur veuve à l'aéroport, après avoir enterré son épouse, demandait trop d'efforts. Le SMS de ma mère semblait encore pire, d'une certaine manière. Ce rejet désinvolte, enveloppé de critiques. Pourquoi tu ne t'es pas mieux organisé? Quelle planification empêche la mort subite? Quelle prévoyance arrête le cœur d'une femme en bonne santé de simplement cesser de battre, alors qu'elle est entourée de touristes prenant des selfies? L'avion a atterri avec 3 minutes d'avance. J'ai récupéré mes bagages machinalement, passant la douane avec mon passeport, le certificat de décès et les documents d'expédition internationale pour les affaires de Lorraine. Tout semblait lointain et irréel. L'aéroport bourdonnait de retrouvailles et de départs, de familles s'étreignant, de couples s'embrassant et d'enfants courant vers leurs grands-parents les bras tendus. Je suis passé devant tout cela, portant une seule valise et toute une vie de souvenirs, qui ne s'enrichirait plus jamais. À l'extérieur du terminal, j'ai demandé un service de voiture pas Uber, malgré la suggestion de mon frère une berline noire correcte avec un chauffeur professionnel qui ne tenterait pas de conversation. Je lui ai donné une adresse qui n'était pas la mienne. Mon téléphone a sonné alors que nous nous engagions sur l'autoroute. Le nom de mon père est apparu sur l'écran. Contrairement à son silence dans le groupe de discussion, il avait apparemment des pensées maintenant, qui nécessitaient un appel téléphonique. J'ai refusé l'appel. Il a réessayé. J'ai refusé à nouveau. Un SMS est arrivé. Ta mère s'inquiète. Rappelle-moi. J'ai tapé rapidement. Chez une amie. Besoin d'un peu de temps seul. C'était vrai. L'adresse que j'avais fournie appartenait à quelqu'un qui avait été plus une famille pour moi que mes véritables parents au cours de la dernière décennie. La meilleure amie de Lorraine depuis l'université, une femme nommée Patricia, qui avait bâti une carrière dans le journalisme d'investigation et entretenait des relations qui mettraient la plupart des gens mal à l'aise. Nous avions dîné chez elle 2 mois avant le voyage en Italie, et elle m'avait prise à part pendant que Lorraine aidait son mari dans la cuisine. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, avait dit Patricia doucement,
et je dis bien quoi que ce soit qui nécessite de la discrétion ou des ressources au-delà des voies normales, appelle-moi directement. Je n'avais pas compris l'offre à l'époque. Je l'ai parfaitement comprise au moment où la voiture s'est arrêtée devant sa maison en grès, dans un quartier que ma famille ne visiterait jamais. Patricia a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Son expression portait le genre de sympathie qui venait d'une véritable amitié, plutôt que d'une obligation sociale. Elle m'a enveloppé dans une brève étreinte qui ne demandait rien et offrait tout. « J'ai vu ton message », dit-elle en me conduisant à l'intérieur. « Je suis tellement désolé pour Lorraine. » Son mari, Thomas, est apparu avec du café. Leur maison sentait les vieux livres et le pain frais, confortable et vécu, sans être encombré. Je me suis laissé tomber dans leur canapé et j'ai senti la tension dans mes épaules se relâcher légèrement. « Dis-moi ce dont tu as besoin », a dit Patricia. Alors je l'ai fait. J'ai expliqué les messages de ma famille, la cruauté désinvolte de leur réponse à mon chagrin, les années de petits rejets et de plus grandes trahisons qui avaient érigé un mur entre nous. Ma famille m'a toujours traité comme une réflexion après coup, ai-je finalement dit. Mais là, c'est différent. C'est impardonnable. Patricia a hoché la tête lentement. Qu'est-ce que tu aimerais faire à ce sujet? J'avais réfléchi à cette question depuis que j'avais tapé pas de souci en réponse à la critique de ma mère. Une idée s'était formée pendant le vol transatlantique, quelque chose qui semblait à la fois parfaitement justifié et légèrement dangereux. Je l'ai exposé soigneusement pendant que Patricia prenait des notes sur son téléphone. C'est audacieux, a-t-elle dit quand j'ai fini. Mais aussi complètement mortel et absolument dévastateur. Peux-tu m'aider? Je peux faire mieux qu'aider. Je peux m'assurer que l'exécution soit impeccable. Nous avons passé les 3 heures suivantes à planifier. Les contacts de Patricia incluaient une productrice de la chaîne d'information locale, qui lui devait plusieurs faveurs suite à une enquête précédente. Thomas, qui travaillait dans les relations publiques, comprenait exactement comment élaborer un récit qui générerait un impact maximal. Ensemble, ils m'ont aidé à transformer le chagrin et la colère en une stratégie qui exposerait le véritable caractère de ma famille à tous ceux qui les connaissaient. Le fondement de ce plan était simple. J'annoncerais quelque chose publiquement qui forcerait ma famille à réagir, quelque chose qui révélerait à la fois leur nature et leurs priorités. L'amie productrice de Patricia a accepté de couvrir l'histoire comme un sujet d'intérêt humain, le genre de segment diffusé pendant les nouvelles du soir, lorsque l'audience est à son comble. Le timing serait symbolique, 18h30, approximativement au moment où ma famille s'installerait pour dîner, confortablement et ignorante de ce qui allait arriver. J'ai passé cette nuit-là chez Patricia, dormant dans leur chambre d'amis sous une courte pointe que Lorraine avait aidé Patricia à choisir des années plus tôt. Le chagrin m'a tendu des embuscades par vagues, des moments d'oubli suivis d'un souvenir écrasant. Mais sous la douleur courait autre chose maintenant, un fil de détermination qui me donnait une raison de sortir du lit. Le lendemain matin, la chaîne d'information occupait un bâtiment moderne au centre-ville, avec des murs de verre et des lumières vives. Je suis arrivé à midi pour les réunions de préparation, le maquillage et une révision de ce que je dirais devant la caméra. La productrice, une femme vive nommée Yolanda, a expliqué la structure du segment pendant que son assistant ajustait l'éclairage. Nous présenterons cela comme une histoire de générosité et de soutien communautaire face à la tragédie, a dit Yolanda. Le contraste parlera de lui-même. L'interview elle-même a duré 20 minutes, bien qu'ils allaient la monter à 4 minutes pour la diffusion. Je me suis assise dans un fauteuil confortable et j'ai parlé clairement de la mort de Lorraine, de l'avoir enterrée seule en Italie, de mon retour à la maison pour affronter le deuil sans ma partenaire. Puis j'ai expliqué ce que j'avais décidé de faire avec le versement de l'assurance vie, qui était arrivé plus vite que prévu en raison des circonstances du décès de Lorraine à l'étranger. Lorraine et moi n'avons jamais eu d'enfant, ai-je dit à la caméra. Nous avons toujours dit que nous laisserions nos ressources à des causes qui comptaient. La compagnie d'assurance vie a déjà commencé à traiter la demande, et je me suis engagé à faire don de 2 millions d'euros à l'hôpital pour enfants où ma femme faisait du bénévolat tous les samedis depuis 15 ans. Ils l'utiliseront pour agrandir l'unité de soins cardiaques, ce qui semble approprié vu la façon dont Lorraine est morte. Yolanda a posé la question que nous avions préparée. C'est incroyablement généreux. Je crois comprendre que vous venez juste de rentrer d'Italie hier. Comment gérez-vous une perte aussi importante? J'ai souri tristement. Je gère seul, ce qui a été plus difficile que prévu. Ma famille n'était pas disponible pour me soutenir quand je suis rentré à la maison, mais le personnel de l'hôpital a été merveilleux. Ils m'aident à organiser un service commémoratif pour Lorraine, et ils m'ont montré plus de compassion en 2 jours que je n'en ai reçu de quiconque.
L'interview a continué avec des détails sur le travail bénévole de Lorraine, son impact sur les familles qui avaient passé des semaines terrifiantes dans l'unité cardiaque pédiatrique, les enfants qui avaient fait des dessins pour elle, et les parents qui avaient pleuré en apprenant son décès. J'ai partagé des histoires qui révélaient son caractère, sa capacité infinie d'empathie, son aptitude à faire rire les enfants malades durant leurs moments les plus sombres. Yolanda s'est penchée légèrement en avant, son expression douce mais curieuse. Pouvez-vous nous raconter un moment précis qui capture qui était Lorraine? J'ai souri malgré les larmes qui menaçaient de monter. Il y avait un petit garçon nommé Marcus, 7 ans, qui attendait une greffe de cœur. Il était à l'hôpital depuis 3 mois, et il était terrifié par tout, les aiguilles, les médecins, même le son de l'équipement de surveillance. Lorraine a commencé à lui rendre visite tous les samedis, et elle apportait ses marionnettes ridicules. Elle inventait des histoires sur des chevaliers courageux et des dragons, mais les dragons étaient toujours juste incompris et avaient besoin d'amis. Le souvenir semblait vif et douloureux. Marcus a commencé à la demander spécifiquement. Il refusait certaines procédures jusqu'à l'arrivée de Lorraine, parce qu'elle le faisait se sentir en sécurité. Quand sa greffe a finalement eu lieu réussie et changeant sa vie, ses parents ont demandé à Lorraine d'être là quand il se réveillerait. Elle a été le premier visage qu'il a vu. Il a 11 ans maintenant, en bonne santé et épanoui. Sa mère m'a envoyé un message après la mort de Lorraine, disant que Marcus avait pleuré pendant des jours. Il lui avait fait une carte d'anniversaire 6 mois à l'avance parce qu'il voulait s'assurer qu'elle l'ait, même s'il n'était plus là. Les yeux de Yolanda brillaient. C'est magnifique et déchirant. Lorraine a touché des centaines de familles comme ça, ai-je dit. Elle se souvenait du nom de chaque enfant, de leur couleur préférée, de ceux qui les faisaient sourire. Elle était présente constamment, semaine après semaine, année après année. C'est ce qu'elle était fondamentalement. Quelqu'un qui comprenait que la présence était le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à une autre personne. Lorraine croyait en l'importance d'être présent, ai-je dit vers la fin. Elle croyait que la présence comptait, qu'être là pour les gens quand ils avaient besoin de vous était le fondement de toute relation significative. Je suis reconnaissante envers le personnel de l'hôpital d'être présent pour son héritage, alors que d'autres ont choisi de ne pas être présents pour moi. Le segment serait diffusé ce soir-là à 18h30. Patricia me l'a confirmé par SMS alors que j'étais encore à la station. Elle avait également pris la liberté de s'assurer que ma famille regarderait. Ses méthodes restaient mystérieuses, mais je lui faisais entièrement confiance. J'ai passé l'après-midi à commencer les démarches administratives préliminaires avec le bureau de développement de l'hôpital. L'engagement de don était réel et contraignant, la plus grande promesse qu'ils aient reçue en 70 ans d'histoire. Ils m'ont expliqué que le processus prendrait plusieurs semaines pour être finalisé complètement, impliquant une révision juridique et des accords de donation, mais ils prévoyaient déjà un communiqué de presse et une cérémonie de nomination pour l'unité agrandie. Le nom de Lorraine vivrait dans un endroit qui comptait, aidant des enfants longtemps après que son propre cœur eût cessé de battre. Patricia était passée chez moi plus tôt ce jour-là, préparant un sac avec des vêtements et des produits essentiels qui se trouvaient maintenant dans sa chambre d'amis. Les aspects pratiques du deuil nécessitaient quelqu'un qui pense clairement, et j'étais reconnaissante qu'elle ait anticipé des besoins que je n'avais même pas encore envisagés. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 18h15. Puis, il a explosé. Ma mère a appelé la première. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Mon frère a essayé immédiatement après. Messagerie vocale encore. Ma sœur a envoyé un SMS, il faut qu'on parle tout de suite. J'ai mis mon téléphone en silencieux et allumé la télévision dans le salon de Patricia. Elle était assise à côté de moi avec Thomas de l'autre côté, nous regardant tous les nouvelles locales comme si c'était le final d'une série particulièrement dramatique. Le présentateur a introduit mon segment à 18h28. Une femme locale a fait un don extraordinaire à l'hôpital mémorial pour enfants suite à une tragédie personnelle. Notre collègue Yolanda Martinez lui a parlé plus tôt aujourd'hui. L'écran a coupé sur moi dans le fauteuil d'interview. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une femme vidée par le chagrin, essayant de trouver un sens à la perte. Ma voix est restée stable alors que j'expliquais pour Lorraine, pour l'Italie, pour l'assurance vie, le bénévolat et la décision d'honorer sa mémoire par la générosité. Quand j'ai mentionné être rentré seul parce que ma famille n'avait pas été disponible, la caméra a capté quelque chose dans mon expression. Pas exactement de la colère, plutôt une déception résignée. Le regard de quelqu'un qui n'avait rien attendu et avait reçu exactement cela. Mon téléphone a recommencé à sonner avant la fin du segment. Patricia l'a retourné face contre table basse.
Laisse-les attendre, a-t-elle dit. La réaction en ligne a été immédiate et écrasante. Patricia la suivait sur son ordinateur portable, me montrant le flot de commentaires sur les pages de réseaux sociaux de la chaîne d'information. Des inconnus louaient le don et demandaient quel genre de famille abandonnait une femme qui venait d'enterrer son épouse. La page Facebook de ma mère, qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à rendre privée, s'est remplie de commentaires de personnes qu'elle connaissait, demandant pourquoi elle n'était pas allée chercher sa fille à l'aéroport. En moins d'une heure, la ligne téléphonique principale de l'hôpital a été inondée d'appels. Certains venant de personnes voulant faire leur propre don en l'honneur de Lorraine. D'autres venant de familles partageant leurs propres histoires sur la façon dont Lorraine les avait aidés à travers des circonstances impossibles. La directrice du développement, la même femme que j'avais rencontrée plus tôt cet après-midi, m'a appelé personnellement. Sa voix était chargée d'émotion alors qu'elle expliquait qu'ils avaient reçu 43 000 € en dons spontanés juste depuis la fin de la diffusion. Les gens écrivent des chèques au nom de Lorraine, a-t-elle dit. Ils partagent des histoires sur des membres de leur famille qui ont traversé des urgences cardiaques. Une femme a conduit jusqu'à l'hôpital à 19 h pour déposer un chèque de banque de 5 000 €, parce qu'elle a dit que son petit-fils est en vie grâce à cette unité, et que Lorraine lui a tenu la main pendant la pire nuit de sa vie. Je suis restée assise là, absorbant l'ampleur de ce qui s'était déroulé. Ce n'était plus seulement à propos de ma famille, bien que leur absence soit restée le catalyseur. C'était devenu quelque chose de plus grand, une reconnaissance commune de l'impact de Lorraine et une réponse collective à une véritable compassion rencontrant une cruauté indifférente. Thomas m'a montré son téléphone où un fil Reddit sur le reportage avait gagné en popularité. Des milliers de commentaires de personnes partageant leurs propres expériences avec des membres de la famille non solidaires pendant le deuil. La validation que je recevais ne venait pas seulement d'étrangers jugeant mes proches, mais de personnes qui reconnaissaient leur propre douleur reflétée dans mon expérience. Un commentaire en particulier m'a frappé, cette femme a perdu son épouse et sa famille la même semaine. L'une par la mort et les autres par leur vraie nature. Mais regardez ce qu'elle construit à partir de cette perte. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la transformation. L'employeur de mon frère, un cabinet d'avocats qui misait beaucoup sur son image de service compatissant, a reçu plusieurs messages exprimant la déception qu'un de leurs associés laisse sa sœur veuve en plan. Son profil LinkedIn a accumulé des commentaires du jour au lendemain. Le communiqué de presse de l'hôpital est sorti à 19 h, incluant des citations de familles reconnaissantes et des détails sur la façon dont l'unité cardiaque agrandie sauverait des vies. Les médias locaux ont repris l'histoire immédiatement. À 20 h, 3 médias différents avaient demandé des interviews de suivi. Ma sœur est apparue à la porte de Patricia à 20 h 30. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle sonnait à la porte à plusieurs reprises, abandonnant finalement quand Thomas a répondu et a poliment expliqué que je n'acceptais pas de visiteurs. À travers la vitre, je pouvais voir son visage clairement non pas désolé ou inquiet, mais en colère. Sa mâchoire était serrée de cette façon particulière qui signifiait qu'elle se sentait lésée d'une manière ou d'une autre, qu'elle était venue ici en attendant de la coopération et avait trouvé des limites à la place. Elle gesticulait avec emphase tout en parlant à Thomas, sa voix s'élevant suffisamment pour que je saisisse des fragments à travers la vitre. Point ridicule. Sa propre sœur nous fait passer pour des gens terribles. Thomas est resté calme, son langage corporel poli mais inébranlable. Quand elle est finalement partie, il est revenu à l'intérieur et a secoué la tête lentement. Elle voulait que je te convainque de publier une rétractation, a-t-il dit. Elle a insisté sur le fait que tu avais déformé la situation et que leur message avait été sorti de leur contexte. Patricia a ricané. Sorti de leur contexte. Essai Uber n'a qu'un seul contexte. Elle a aussi dit quelque chose sur le fait que tu embarrasses la famille et que ta mère reçoit du harcèlement en ligne. Elle semblait penser que tu avais orchestré cela délibérément pour nuire à leur réputation. J'ai senti un rire amer m'échapper. J'ai dit la vérité sur un don que je faisais. J'ai répondu honnêtement à une question sur mon système de soutien. Tout le reste n'est que conséquence. Mais la réaction de ma sœur m'a appris quelque chose d'important. Ils ne comprenaient toujours pas ce qu'ils avaient fait de mal. Dans leur esprit, le problème n'était pas leur comportement, mais ma décision de rendre ce comportement visible. Ils étaient contrariés par l'exposition, pas par l'action. L'embarras face à la cruauté était, d'une certaine manière, pire que la cruauté elle-même. Les messages vocaux se sont accumulés tout au long de la soirée. La voix de ma mère est passée de l'inquiétude à l'irritation, puis au désespoir à travers 6 messages. Les gens disent des choses terribles sur nous en ligne. Tu dois poster quelque chose expliquant que nous avions des engagements importants.
Rappelle-moi immédiatement. Le message de mon frère se concentrait sur la limitation des dégâts. Cela affecte ma réputation au travail. Nous devons discuter de la façon dont tu vas régler cette situation. Mon père, de manière caractéristique, a dit peu de choses. Son unique message était bref. Ta mère est très contrariée. S'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions en parler en famille. Je me suis assise sur le canapé de Patricia et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une froide satisfaction. Ils ne se souciaient pas de mon chagrin. Ils n'avaient pas honte de leur comportement. Ils étaient embarrassés par l'exposition publique de leur égoïsme, inquiets de leur apparence aux yeux des voisins, des collègues et des connaissances lointaines qui avaient vu les nouvelles. Le lendemain matin a apporté plus de demandes d'interview et un appel de l'hôpital me demandant si je serais prête à parler lors d'un gala de collecte de fonds qu'il prévoyait. Les fleurs préférées de Lorraine sont arrivées chez Patricia de la part de gens que je connaissais à peine, accompagnées de cartes exprimant sympathie et admiration pour le don. Les messages de ma famille ont continué, devenant de plus en plus frénétiques. Ma sœur s'est présentée 2 fois de plus. Ma mère est apparemment allée à ma vraie maison et est restée sur le porche à appeler mon nom jusqu'à ce qu'un voisin demande si tout allait bien. Je les ai laissés mariner pendant 3 jours. 3 jours durant lesquels l'histoire s'est répandue au-delà des nouvelles locales vers des médias régionaux, puis a attiré l'attention nationale, un sujet d'intérêt humain sur le deuil, la générosité et l'isolement de la perte. Plusieurs articles mentionnaient en passant que j'étais rentré chez moi après avoir enterré ma femme pour trouver ma famille indisponible, un détail qui a déclenché des milliers de commentaires sur les dynamiques familiales toxiques et la solitude de la vie moderne. Pendant ces 3 jours, je suis resté avec Patricia et Thomas, traitant mon deuil dans un environnement qui semblait sûr et sans jugement. Nous avons établi une routine qui m'a aidé à m'ancrer. Le café du matin sur leur porche arrière, à regarder les oiseaux à la mangeoire que Lorraine leur avait offerte comme cadeau de crémaillère des années plus tôt. Des promenades l'après-midi dans leur quartier où les gens me reconnaissaient des nouvelles mais respectaient mon espace. Des repas du soir où nous parlions de la vie de Lorraine plutôt que de sa mort, partageant des souvenirs qui célébraient plutôt qu'ils ne pleuraient. Les contacts de Patricia la tenaient au courant des effets d'entraînement qui se propageaient dans les cercles sociaux de ma famille. Le club de jardinage de ma mère a tenu une réunion d'urgence, ostensiblement au sujet des plantations de printemps, mais en réalité pour savoir s'il fallait prendre ses distances avec un membre confronté à un tel examen public. Les associés juridiques de mon frère ont tenu une séance à huis clos pour discuter de la façon dont ces controverses personnelles pourraient affecter les relations avec les clients. Ma sœur a découvert que 3 de ses amis les plus proches l'avaient bloquée sur les réseaux sociaux après qu'elle a posté une explication défensive qui n'a fait qu'aggraver les choses. Ta sœur a écrit qu'elle avait un engagement antérieur qui l'empêchait de venir te chercher, m'a dit Patricia, lisant sur son téléphone. Quelqu'un a répondu en demandant quel engagement pouvait bien être plus important que de soutenir un membre de la famille en deuil. Ta sœur a dit que c'était un rendez-vous chez le coiffeur, qu'elle avait programmé 6 semaines à l'avance. L'absurdité de cette défense semblait tout résumer. Un rendez-vous chez le coiffeur. C'était ce qui avait empêché ma sœur de faire preuve d'une décence humaine fondamentale pendant mon heure la plus sombre. Et elle a posté cela publiquement, croyant apparemment que cela justifiait son absence. Le 4e jour, j'ai finalement répondu au message de mon père, non pas par un appel, mais par un SMS. Je vous retrouverai au café sur Meridian Street demain à 10 heures précises. Il est arrivé 15 minutes en avance. Je suis arrivé exactement à l'heure, franchissant la porte pour le trouver assis à une table dans un coin, les mains nerveuses enroulées autour d'un gobelet en papier. Il s'est levé quand il m'a vu, l'incertitude écrite sur son visage. « Merci de me rencontrer », a-t-il dit doucement. Je me suis assise sans rien commander. « Tu as 30 minutes. » Il a cligné des yeux devant cette brusquerie mais n'a pas discuté. Au lieu de cela, il s'est lancé dans ce qui était clairement un discours préparé sur les malentendus, le mauvais timing et le stress sous lequel sa femme avait été récemment. Je l'ai laissé parler pendant 5 minutes avant de lever une main. « Arrête. Je ne veux pas d'excuses. »« Alors que veux-tu ? » ?»« Je veux que tu comprennes ce que vous avez fait. J'ai enterré ma femme seule dans un pays étranger. Je suis rentré avec son certificat de décès dans mon bagage à main. J'ai demandé à ma famille une chose simple, et vous avez tous clairement indiqué que votre temps était plus précieux que mon chagrin. Le visage de mon père a rougi. Ton frère avait un engagement professionnel. Il est avocat, pas chirurgien. Son engagement professionnel ne sauvait pas des vies. Et l'excuse de maman était encore pire. Elle a sous-entendu que je la dérangeais en ne planifiant pas mieux la mort soudaine de ma femme.
Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Alors comment voulait-elle le dire? Parce que de là où je suis assise, il n'y a qu'une seule façon d'interpréter le fait de dire à sa fille nouvellement veuve qu'elle aurait dû mieux planifier. Le silence s'est installé entre nous. Mon père semblait plus vieux que dans mes souvenirs, l'épuisement gravé dans les rides autour de ses yeux. Pendant un bref instant, j'ai ressenti quelque chose comme de la sympathie. Des excuses changeraient-elles quelque chose? Des mots de regret effaceraient-ils le souvenir de leur rejet désinvolte quand j'avais le plus besoin d'eux? Je ne sais pas, ai-je admis. Pour l'instant, je ne peux pas imaginer ce qu'elle pourrait dire qui compterait. Elle m'a montré qui elle est. Vous l'avez tous fait. Mon père a grimacé. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous sommes toujours ta famille. La famille est présente. C'est ce que Lorraine m'a appris. C'est ce qu'elle a démontré chaque jour de notre mariage. Et chaque samedi qu'elle a passé à l'hôpital à faire sourire les enfants malades. La famille n'envoie pas par SMS et c'est Uber quand tu viens d'enterrer ton épouse. La question a flotté dans l'air entre nous. Que attends-tu de nous, a demandé mon père à nouveau. J'y ai réfléchi soigneusement. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses semblaient insuffisantes. L'argent n'était pas pertinent après le versement de l'assurance. S'aplatir publiquement pourrait être satisfaisant, mais finalement vide. Je veux que vous réfléchissiez au genre de personne que vous êtes devenue, ai-je dit lentement. Je veux que vous vous demandiez quand le confort est devenu plus important que la compassion. Je veux que vous considériez ce que vous ressentirez s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous et que les autres décident qu'ils sont trop occupés pour être présents. Les yeux de mon père brillaient. C'est dur. Tout comme dire à sa fille de prendre un Uber à l'aéroport après avoir enterré sa femme. Il n'a eu aucune réponse à cela. Nous sommes restés assis dans un silence inconfortable jusqu'à ce que je me lève pour partir. J'ai besoin d'espace, lui ai-je dit. Dis à maman et à mes frères et sœurs d'arrêter d'appeler et d'envoyer des SMS. Quand je serai prête à parler, je vous contacterai. Si ce jour ne vient jamais, alors vous aurez votre réponse sur les conséquences de vos choix. Je l'ai laissé assis seul à la table de la même manière qu'il m'avait laissé seul à l'aéroport et j'ai trouvé que cette symétrie était appropriée. Le cycle des nouvelles a fini par passer à autre chose, comme le font toujours les cycles de nouvelles. Mais l'histoire avait une force durable d'une manière que je n'avais pas anticipée. L'hôpital a nommé la nouvelle aile cardiaque et l'unité commémorative Lorraine Bennett, et la cérémonie de dédicace a attiré la couverture de revues médicales et de publications de santé. Des parents dont les enfants avaient été sauvés par l'installation agrandie ont envoyé des lettres décrivant l'impact de Lorraine, partageant des histoires de sa gentillesse durant leurs heures les plus sombres. La réputation sociale de ma famille dans leur communauté a mis plus de temps à se rétablir. Ma mère a cessé d'assister à son club de lecture après trop de questions pointues sur les valeurs familiales. Le cabinet d'avocats de mon frère lui a suggéré de prendre un congé temporaire du travail en contact avec la clientèle jusqu'à ce que l'attention publique s'estompe. Ma sœur, qui avait toujours surfé sur un charme superficiel, a trouvé son groupe d'amis soudainement moins disponible pour les brunchs et les virées shopping qui remplissaient son calendrier. Patricia m'a aidé à naviguer dans l'attention médiatique continue avec grâce. J'ai fait quelques interviews de suivi sélectionnées, me concentrant toujours sur l'héritage de Lorraine et l'importance du travail de l'hôpital. Je n'ai plus jamais mentionné ma famille directement, mais je n'en avais pas besoin. L'histoire originale avait fourni suffisamment de contexte pour que les gens tirent leurs propres conclusions. 6 semaines après la diffusion initiale, ma mère est apparue chez Patricia à l'improviste. Thomas m'a envoyé un SMS depuis le porche demandant si je voulais la voir. J'ai envisagé de refuser, puis j'ai décidé que l'évitement ne servait à rien. Elle semblait diminuer, d'une certaine manière plus petite que dans mes souvenirs. Le chagrin l'avait marqué différemment de moi, écrivant la honte sur des traits qui avaient toujours projeté de l'assurance. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit avant que je puisse parler. De vraies excuses. Sans justification. J'ai fait un geste vers les chaises du porche. Nous nous sommes assis alors qu'une pluie de printemps commençait à tomber sur la rue, créant un rideau de bruit qui rendait la conversation privée malgré le cadre public. J'ai été cruel, a continué ma mère. J'ai fait passer mon propre confort avant ta douleur, et il n'y a aucune justification à cela. Je me suis dit que j'étais frustré par le timing, par les perturbations de mon emploi du temps. Mais la vérité est que je suis devenu égoïste. Confortable. J'ai oublié ce que signifie se sacrifier pour les gens qu'on aime. Les excuses semblaient répétées mais sincères. Je l'ai laissé finir sans l'interrompre.
Je n'attends pas de pardon, a-t-elle dit. Je ne pense pas le mériter. Mais je voulais que tu saches que je comprends ce que j'ai fait. Je comprends que lorsque tu avais le plus besoin de ta mère, je t'ai complètement laissé tomber. La pluie tapotait contre le toit du porche. Quelque part en bas de la rue, des enfants riaient malgré le temps. Pourquoi es-tu venu ici? Ai-je demandé. Parce que se cacher derrière des appels téléphoniques semblait lâche. Parce que tu mérites d'entendre ça face à face. Est-ce que papa t'a envoyé? Non. C'était ma décision, bien qu'il la soutienne. Nous la soutenons tous. J'ai pensé à Lorraine, à la façon dont elle aborderait les conversations difficiles avec franchise et compassion. Elle aurait apprécié la volonté de ma mère de s'asseoir dans l'inconfort plutôt que de prendre la voie plus facile de l'évitement. J'apprécie que tu sois venu, ai-je dit prudemment. Mais je ne suis pas prête à reprendre un contact familial régulier. Ce qui s'est passé a révélé quelque chose de fondamental sur nos relations, et j'ai besoin de temps pour décider à quoi je veux que ces relations ressemblent à l'avenir. Ma mère a hoché la tête, des larmes glissant sur ses joues. C'est juste. Plus que juste. Si tu es sérieuse à propos du changement, alors change, ai-je continué. Sois là pour d'autres personnes. Sois présente pour ta famille et tes amis quand ils ont besoin de toi. Pas seulement quand c'est pratique. Peut-être qu'un jour je verrai la preuve que tu es devenu quelqu'un de différent. Et si je le vois, si je change, alors peut-être que nous reconstruirons quelque chose. Mais ce ne sera pas ce que nous avions avant. Cette relation a disparu de la même manière que Lorraine a disparu. Si nous créons quelque chose de nouveau, ce sera à des conditions différentes. Elle est partie peu après, marchant vers sa voiture sous la pluie sans parapluie. Je l'ai regardée partir et j'ai ressenti la complexité de mes émotions. La colère n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus nuancé. De la déception mêlée à un faible espoir. Du chagrin combiné à la possibilité d'une guérison éventuelle. Le gala de collecte de fonds de l'hôpital a eu lieu 2 mois plus tard. Je portais la robe que Lorraine m'avait aidé à choisir pour une occasion différente, bleu marine avec une broderie subtile qui me rappelait son attention minutieuse aux détails. L'événement a permis de récolter 300 000 € supplémentaires pour les soins cardiaques pédiatriques, poussant l'impact total de la mémoire de Lorraine au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Pendant mon discours au gala, j'ai parlé de présence, de compassion et des effets d'entraînement du fait d'être là pour les gens durant leurs moments les plus difficiles. J'ai mentionné le personnel de l'hôpital qui m'avait soutenu à travers le deuil, les bénévoles qui s'étaient avancés pour continuer le travail de Lorraine, les familles qui avaient transformé leur propre tragédie en motivation pour aider les autres. Je n'ai pas du tout mentionné ma famille biologique. Mais j'ai parlé longuement de la famille que nous construisons par choix, les gens qui démontrent par l'action plutôt que par l'obligation qu'ils ont leur place dans nos vies. Ma mère a assisté au gala, assise près du fond avec mon père. Ils sont partis immédiatement après mon discours sans m'approcher, respectant les limites que j'avais établies. Cette retenue ressemblait à un début de compréhension, bien que je susse que le chemin à parcourir serait long et incertain. Patricia m'a trouvé après l'événement, me tirant à part pendant que les serveurs débarrassaient les assiettes à dessert et que les invités filtraient vers la sortie. Lorraine serait fière de toi, a-t-elle dit simplement. Les mots ont brisé quelque chose dans ma poitrine. Je m'étais maintenu si soigneusement, gardant mon calme à travers les interviews, les cérémonies et les tâches administratives sans fin associées à la mort et à ses conséquences. Mais l'observation de Patricia a atteint au-delà de toute l'armure que j'avais construite. Elle me manque, ai-je chuchoté. Chaque jour. Je sais. À nous tous. Parfois, je suis en colère contre elle d'être morte. De m'avoir laissé naviguer là-dedans toute seule. C'est normal, a dit Patricia. Le deuil n'est pas rationnel. Et parfois, je suis reconnaissante que ce qui s'est passé avec ma famille se soit produit après sa mort. Elle n'a jamais eu à voir comment ils m'ont traité. Elle n'a jamais eu à savoir que sa foi dans le fait que les gens soient présents les uns pour les autres n'était pas universelle. Patricia m'a étreinte alors, une étreinte féroce qui ne demandait rien et offrait tout. Quand nous nous sommes séparés, elle m'a tendu une enveloppe. De la part de Thomas et moi, a-t-elle dit. Pour la prochaine phase. À l'intérieur se trouvait un itinéraire de voyage, un retour en Italie cette fois avec des compagnons qui avaient promis de m'aider à dire un au revoir approprié à Lorraine à l'endroit où elle avait quitté ce monde. Patricia et Thomas avaient tout arrangé, jusqu'aux réservations au restaurant où Lorraine et moi avions prévu de célébrer notre anniversaire avant que l'insuffisance cardiaque n'efface tous nos plans restants.
Tu n'es pas obligé d'accepter, a dit Patricia. Mais nous voulions que tu saches que l'option existe quand tu seras prête. J'ai tenu l'enveloppe avec précaution, sentant le poids de leur prévenance. C'était à cela que ressemblait la famille. C'était cela que signifiait être présent. 3 mois plus tard, je me tenais sur la tombe de Lorraine à Rome avec Patricia et Thomas à mes côtés. Le cimetière semblait différent sous la lumière d'été, moins austère et plus paisible. J'avais apporté des graines des fleurs préférées de Lorraine, des pétales qui fleuriraient chaque printemps dans un sol qui retenait sa forme physique, tandis que sa mémoire s'épanouissait ailleurs. Nous sommes restés en Italie une semaine, visitant les endroits que Lorraine avait encerclés sur son itinéraire manuscrit. J'ai mangé la glace recommandée, exploré les musées qu'elle avait recherchés et me suis tenu dans le Colisée où elle s'était effondrée. Chaque lieu contenait de la douleur mais aussi une connexion, une façon d'honorer ce que nous avions partagé en vivant ce qu'elle avait espéré que nous découvririons ensemble. Le dernier jour, j'ai reçu un SMS de mon père. Juste une photo, rien d'autre. Elle montrait ma mère faisant du bénévolat dans une banque alimentaire, triant des dons avec un épuisement évident écrit sur son visage. L'image était datée et horodatée, preuve de présence plutôt que de performance. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai empoché mon téléphone et marché dans les rues romaines avec des gens qui avaient gagné leur place dans ma vie par une action cohérente plutôt que par un accident biologique. Quelle que soit la relation future qui pourrait exister avec ma famille d'origine, elle se déploierait lentement, construite sur des preuves plutôt que sur des suppositions. L'histoire de mon don a fini par s'estomper dans les images d'archives et les vieux titres. Mais l'unité cardiaque commémorative Lorraine Bennett a continué de sauver la vie d'enfants, et cela comptait plus que toute attention médiatique temporaire. Des parents envoyaient toujours des lettres décrivant comment les installations agrandies avaient donné de l'espoir à leur famille, comment l'équipement acheté avec l'argent du don avait détecté des conditions dangereuses assez tôt pour empêcher une tragédie. Je gardais ces lettres dans une boîte sous mon lit, les lisant lors des nuits difficiles où le chagrin semblait écrasant. Chaque histoire me rappelait que le fait d'être là comptait, que la présence avait du pouvoir, que choisir la compassion plutôt que le confort créait des ondes s'étendant bien au-delà de n'importe quel moment unique. Ma famille a appris cette leçon à la dure, par l'exposition publique de leurs priorités et une prise de conscience privée de qui ils étaient devenus. Que les leçons soient restées ou non demeurait incertain, mais au moins, ils avaient été forcés de se regarder honnêtement d'une manière que le confort et la routine avaient auparavant empêché. Quant à moi, j'ai appris que la vengeance ressemblait parfois à la transparence, que la revanche la plus dévastatrice impliquait simplement de révéler des vérités sans embellissement ni exagération. Les propres mots et actions de ma famille avaient raconté l'histoire. J'avais simplement fourni la plateforme pour que d'autres soient témoins de ce qui avait toujours existé, sous la surface de nos relations. Lorraine aurait apprécié l'élégance de cette approche. Elle avait toujours cru que le caractère se révélait par le comportement plutôt que par la proclamation. En ce sens, la couverture médiatique avait simplement accéléré ce qui serait finalement devenu clair à travers les petites trahisons accumulées et les absences commodes. J'ai avancé en portant sa mémoire et ses leçons, construisant une vie qui honorait la présence et la compassion, et le courage d'être là quand c'était difficile. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. Certains matins, je me réveillais en oubliant qu'elle était partie, tendant la main à travers un lit vide avant de me souvenir. Mais lentement, graduellement, le poids du chagrin s'est transformé en quelque chose que je pouvais porter sans être écrasé par lui. La famille que j'avais choisie s'est tenue à mes côtés à travers tout cela. Patricia et Thomas, le personnel de l'hôpital, les bénévoles qui avaient travaillé aux côtés de Lorraine et travaillaient maintenant en sa mémoire. Ils formaient une constellation de soutien qui prouvait que la biologie comptait moins que l'intention, lorsqu'il s'agissait des relations qui nous soutenaient à travers les passages les plus difficiles de la vie. Ma mère a continué d'envoyer des photos de son travail bénévole. Mon père appelait tous les mois, ne demandant rien et offrant de simples nouvelles de sa vie. Mon frère a envoyé une lettre d'excuse formelle 6 mois après l'incident initial, reconnaissant son échec sans chercher d'excuses. Ma sœur est restée silencieuse le plus longtemps, tendant finalement la main 1 an plus tard avec une invitation à prendre un café que j'ai poliment décliné. Le pardon, apprenais-je, n'était pas une décision unique mais un processus continu. Certains jours, je me sentais assez généreuse pour imaginer une réconciliation éventuelle. D'autres jours, le souvenir de leur cruauté désinvolte semblait aussi frais que le moment où j'avais lu ces SMS depuis l'aéroport de Rome. L'absence de Lorraine restait la toile de fond constante de tout. Mais peu à peu, sa présence se manifestait de différentes manières, dans l'unité cardiaque portant son nom, chez les bénévoles qu'elle avait inspirés, dans mon propre engagement à être présente pour les gens quand ils avaient besoin de soutien,
plutôt que quand cela semblait pratique. Cet engagement est devenu ma vengeance et ma guérison. La façon dont j'ai transformé leur trahison en but. Ils m'ont appris, par l'exemple négatif, ce qui comptait le plus. J'ai construit une vie qui honorait l'opposé de leur choix, et cette vie est devenue la revanche la plus vraie imaginable. La couverture médiatique avait été satisfaisante. L'exposition publique de leur égoïsme avait apporté une justice poétique. Mais la véritable victoire était plus calme et plus profonde. Elle vivait chez les enfants dont les vies étaient sauvées par les soins cardiaques élargis, chez les familles qui trouvaient de l'espoir là où n'existait auparavant que la peur, et dans le choix quotidien d'affronter le chagrin avec générosité plutôt qu'avec amertume. Lorraine aurait été fière. Patricia me le confirmait régulièrement, et j'ai choisi de la croire. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'il s'agisse d'une éventuelle réconciliation familiale ou d'une distance permanente, je naviguerai guidé par les principes que Lorraine avait incarnés. Se montrer. Être présent. Choisir la compassion même lorsque le confort nous appelle. C'était l'héritage qui valait la peine d'être construit. C'était la vengeance qui valait la peine d'être prise. Non pas la cruauté rendue pour la cruauté reçue, mais plutôt une transformation, de la douleur en but, de la trahison en sang, de l'absence en une présence durable. Le reste n'était que des détails.